When it comes to towing, seeing is believing. That's why Chevy Truck's advanced camera technology offers up to 8 available cameras for 14 unique views, so you can focus on the view that really matters. Chevrolet, together let's drive. Learn more about Chevy Trucks at Chevy.com. Safety or driver assistance features are no substitute for the driver's responsibility to operate the vehicle in a safe manner. Read the Vehicle Owner's Manual for important feature limitations and information. Hey, salut gang, bienvenue sur Écho de montagne. Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Donc, vous venez d'entendre Catherine, a.k.a. Stitch, puis moi, c'est Alex. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de un des pires ennemis du randonneur, qui est le mental. Mais avant d'aller là-dessus, on va faire notre classique qu'on fait à chaque fois. Donc, juste donner un peu de nouvelles de qu'est-ce qui se passe sur le sentier, qu'est-ce qui se passe dans nos vies de randonneurs. Donc, Catherine, déjà en partant, t'es en direct d'une église. What? Oui. En fait, pour ceux qui viennent d'embarquer sur le podcast, je marche présentement l'Appalachian Trail vers le sud. Donc, je suis rendue, là, je viens de traverser du New Jersey vers la Pennsylvanie. Fait que j'ai 7 états d'accompli à date sur 14. Fait que ça regarde bien. Puis, je viens d'entrer en Pennsylvanie, puis l'endroit qui accueille les randonneurs dans la petite ville de Delaware Water Gap, c'est un sous-sol d'église. Donc, on est accueillis, on est les bienvenus pour rentrer par la porte de côté, puis venir dormir et se réfugier dans le sous-sol d'église. Fait que je vous parle en direct d'un sous-sol d'église. Avec douche et lit et tout équipé, là. Ah oui, on a des plateformes pour dormir, on a une douche avec d'eau chaude, du savon, du revitalisant, du shampoing. Il y a des boîtes de dons, d'équipements, de bouffe. Écoute, tout ce qu'il faut, là, des divans. Mon Dieu, il y a des divans. C'est le bonheur total. Fait que j'ai pris une journée de repos improvisée ici. Fait que c'est en direct de la fameuse église des montagnes que je vous appelle. Cool, fait que reviens-nous avec, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode, là? T'as fait 2 états, je pense, hein? Plus que ça, parce que quand on s'est parlé la dernière fois, j'étais au Massachusetts, à North Adams, donc j'entrais dans le Massachusetts, donc j'ai eu le temps de traverser le Massachusetts, le Connecticut, l'État de New York, qui était pas glorieux, puis le New Jersey. Fait que ça, c'est depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Fait qu'il y en a un petit bout de chemin qui a été fait, là. Ça a été quoi tes points marquants de cette partie-là? Les restaurants. Écoute, New Jersey, New York, c'est magique. J'avais même pas à traîner de nourriture dans mon sac, là. Ils appellent ça des delis, comme des délicatessen, des snack bars, des stand à hot dog. Il y avait des fermes aussi qui faisaient leur crème glacée maison en chemin. Fait que c'est quand même mentalement mentalement bien parce que la météo était pas au rendez-vous comme d'habitude cet été. Fait que ça me permettait d'avoir des petites sources d'espoir là, pour me rendre au prochain petit restaurant, manger un hot dog au sec, manger un petit repas chaud puis repartir. Fait que ouais, ça a été c'est près de la civilisation. Fait que quelques déceptions. On entend les autoroutes tout le temps, les trains et tout ça, mais ça a ses avantages. Là. Fait que voilà où j'en suis. C'est ça, au moins ça se compense de l'autre côté, puis physiquement ça fait du bien aussi, on va se dire, là, de pas avoir à traîner 3, 4, 5 jours de nourriture, là, donc à ce niveau-là, ça fait du bien sur le dos et sur les jambes. Oui, je traîne encore le même couscous que j'ai acheté juste avant l'État de New York. Wow! Toujours dans mon sac. Je veux que tu nous parles d'un moment, puis je suis un peu jaloux là parce que je suis énorme fan de cinéma là, pour tout le monde qui me connaisse le savent là. Tu as dormi dans un cinéparc? Oui, à Warwick, juste à la fin de l'État de New York, il y a un cinéparc en fait qui permettent, parce qu'il est près du sentier, fait qu'ils sont habitués de recevoir les randonneurs, puis ils permettent aux randonneurs de venir camper à l'arrière du cinéparc puis d'assister au film pour $5. Fait que tu peux louer une petite radio, t'installer au fond du champ puis regarder un film depuis ta tente. C'était un moment complètement magique. J'ai regardé Barbie depuis ma tente en deux journées de rando. C'était vraiment spécial. C'est écœurant. Oui, et étonnamment, j'ai réussi à rester éveillée jusqu'à la fin. Parce qu'évidemment, on s'endort vers 8 heures, là. 8 heures, c'est comme minuit pour les randonneurs. Mais j'ai réussi à ne pas dormir. Fait que j'imagine que ça fait que le film était intéressant. Mais j'ai réussi à toffer le film jusqu'à la fin. Wow. La dernière fois qu'on a parlé, tu disais que tu rencontrais pas mal le gros des hikers qui allaient vers le nord. Est-ce que ça s'est vraiment calmé, là, ou t'en rencontres encore beaucoup? Ah, c'est fini. Je pense dans le New Jersey, j'en ai même pas croisé 12, je crois, même de tout l'État. Donc, c'est la fin. J'en ai pas croisé de toute la journée hier.
Donc ça veut dire vraiment que les NOBO, là, les gens northbound, c'est-à-dire en direction nord, je les ai déjà tout croisés, là. Parce qu'évidemment, si j'en croise encore, ça leur laisse pas assez de temps pour atteindre Baxter State Park avant la fermeture. Donc le gros de la foule est passé, puis j'ai fait l'échange. Je sais pas si on en avait parlé, mais j'avais échangé ma tente pour un hamac pour la section qui allait être beaucoup plus achalandée. Comme ça, j'allais être plus autonome. Mais là, j'ai repris ma tente. Donc, j'ai rééchangé mon hamac pour ma tente. Donc, je suis de retour dans ma petite maison bleue. Ouais, puis que t'as eu, tu me parlais, je pense avant hier, t'as déjà eu quelques aventures. Tu pensais dormir à une place, puis en fin de compte, il y avait des college kids qui faisaient un party, puis. Ouais, il y a des parties d'initiation. Ils appellent ça des sessions d'orientation pour les programmes de plein air dans les collèges du coin, des collèges privés, puis les gangs de jeunes finalement. Entre autres, là, une nuit, là, ça faisait 29 kilomètres que je marchais, j'étais assez fatiguée. J'étais prête à m'arrêter à cet abri-là. J'avais vu sur la carte, je vais m'arrêter à ce lean-to-là, ça a l'air bien. Je m'approche du lean-to, puis j'entends hurler, crier. J'entends les jeunes faire le party. Je suis comme, oh. J'arrive là, il y a un groupe de 12 jeunes qui ont pris toute la place et qui sont vraiment bruyants. Puis là, je les aborde gentiment. Je dis, ça vous dérange-tu si je pars? Parce que normalement, tu dois partager l'endroit avec les autres usagers du sentier. Ils m'ont clairement laissé savoir qu'ils allaient faire le party jusqu'à 3 heures du matin. Donc, j'ai continué mon chemin, même si j'étais super fatiguée. Puis je me suis retrouvée à camper parmi les chevreuils dans un petit coin tranquille de la forêt. J'ai marché jusqu'à temps que je les entende plus. Ça équivalait à 500 mètres. Fait que ça a pris 500 mètres avant que je les entende plus hurler. C'est pas super, mais tu sais, Ça va. Par expérience, des fois, ça peut être dur sur le moral. Tu sais, là, ça a été juste 500 mètres, mais des fois, tu marches comme 1 kilomètre, 2 kilomètres pour trouver la place parfaite. Puis, tu sais, t'es déjà fatigué et tout ça. Fait que déjà ça, des fois, là, on va revenir un peu là-dessus, là, mais là, ça peut être dur sur le mental. Ouais, le 500 mètres peut paraître long à la fin de la journée, ouais. Un 500 mètres en après-midi, c'est comme c'est beaucoup plus long qu'un 500 mètres en matinée. Puis, dernière question par rapport à tes 4 états que t'as fait. Tu me disais que là, tu commences à croiser beaucoup d'animaux aussi. Comme, je pense que cette semaine, t'en avais genre une dizaine quasiment que tu me nommais, là. Ben, je croise plus d'ours. Il y a beaucoup plus, étonnamment, on est près de la civilisation, donc il y a plus d'ours noirs. Le New Jersey, c'est l'état où il y a la plus forte densité d'ours noirs sur l'Appalachian Trail. Ouais, étonnamment. Fait que j'ai commencé à en voir plus. J'ai vu des porcs-épics, des chevreuils, je les compte plus, là, c'est à la dizaine. Fait que étonnamment, oui, on s'approche de la civilisation. Fait que la faune, j'ai l'impression qu'elle est moins farouche parce qu'elle est plus accoutumée à la présence humaine, peut-être. Ce qui est un peu dommage et risqué. Parce qu'il y a un jeune là, qui s'est fait attaquer par un coyote, justement, en Pennsylvanie, il y a 2-3 semaines. Fait que c'est vraiment une zone où la ligne est mince entre les habitats des animaux et des humains. J'aurais pas pensé, j'aurais vraiment pensé que le Nord était était mieux placé pour ça, mais il faut croire que non. Il y en a peut-être autant dans le Nord, mais ils sont pas mal plus farouches, moins habitués à la présence humaine, j'ai l'impression. OK. Puis, est-ce que c'est déjà plus que ce que tu as croisé sur le PCT? Ouais, je dirais que c'est équivalent à ce que j'ai croisé sur le PCT à date. Même que j'ai croisé des serpents à sonnette, donc c'est pas mal équivalent. Cool. De mon bord, pas grand-chose. C'est vraiment plat. C'est vraiment plat. Pour de vrai, depuis que je suis revenu de Norvège puis de France puis tout ça, je me tiens assez relax, là. Pour ceux qui me connaissent un peu, savent que j'ai acheté une nouvelle maison dernièrement, puis on la rénove au complet, donc je suis pas mal dans les rénovations. Mais je travaille quand même sur mes films au travers de ça, puis tout ça. Donc, j'ai mon film sur l'Alberta, British Columbia, qui est presque prête, là. Donc, je travaille là-dessus, mais sinon, en termes de randonnée, depuis que je suis de retour, je suis quand même assez tranquille, là. Je me tiens en forme en dehors de ça, mais comme c'est assez relax. Tu fais tes heures en studio. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis à la maison. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le dernier épisode, on a parlé avec Blaise sur les blessures, sur le corps, la préparation physique, qui est un des gros facteurs, on s'entend, de la randonnée. Mais un autre
énorme facteur d'abandon et de en anglais struggle, j'ai un blanc du mot en français, mais de difficultés qu'on a sur le terrain, c'est vraiment le mental. Puis pratiquement même des fois, ça peut être un des plus durs parce que, tu sais, comme qu'on parlait sur le physique, des fois, il y a des douleurs musculaires et tout ça, mais si le mental n'est pas assez fort, des fois, on n'a pas... Ça se peut qu'on n'ait pas le mindset pour dire « Ok, ben là, je combats la douleur musculaire qui est tout à fait normale, puis je continue. » Donc, voilà. En parlant de mental, Kat, tu avais des stats comme qui allaient un peu dans ce sens-là. En fait, en parlant d'abandon, surtout, tu avais des stats par rapport à ça. Oui, les principales raisons d'abandon, en fait, pendant un projet ou pendant la longue randonnée, en fait, tu parlais des blessures, on en a parlé lors du dernier épisode. Donc, les blessures, c'est quand même... ça représente 70% au total là, des raisons d'abandon. Puis là-dedans, bon, les blessures majeures représentent un bon 42%, puis les blessures mineures, les petits problèmes physiques représentent 27% des raisons d'abandon. Tu sais, on parle, mettons, des ampoules. Les gens peuvent même abandonner à cause d'ampoules récurrentes. Donc ça rentre dans le 27%. Blessures majeures, ce serait évidemment des fractures, un incident grave, une maladie majeure qui nous force à quitter le sentier. Mais comme tu dis, il y a quand même un 30% des gens qui abandonnent purement pour des raisons mentales. Donc là-dessus, bon, il y a un 15% c'est des facteurs externes qui peuvent influencer, donc un manque d'argent, problème familial, contrainte de temps et tout ça. Puis un autre 15% que c'est purement de la fatigue mentale ou une perte d'intérêt. Donc on a quand même un bon 15%, puis même le 15% des problèmes familiaux, budget, contrainte de temps, on peut aussi jouer là-dessus. Donc, on peut aller chercher, on pourrait sauver facilement un 30% d'abandon en travaillant sur les aspects logistiques et mentaux, hors des problèmes physiques. Parce que des fois, la tête, il est plus. Le corps, il a beau être là, mais des fois, la tête, on est ailleurs. Puis c'est un peu ça le but de l'épisode, c'est de vous donner nos trucs personnels par rapport à ça. Là, ça va être en prendre ou en laisser. Prenez ce qui vous fait. Mais avec notre expérience, on a fini par découvrir certaines astuces. Donc, on va vous partager ça. Mais avant ça, Kat, je pense que tu voulais me parler juste tout simplement, les pires ennemis mentaux. Ouais. Étaient quoi? Ouais, les pires ennemis, en fait, notre petit top 3 là, des pires ennemis pour pour tenir bon, là, pour la psychologie en longue randonnée, parce qu'on est souvent seul avec nous-mêmes en forêt, si on randonne en solo ou en petit groupe, ça peut venir aussi nous jouer dans la tête. Donc, le premier ennemi en longue randonnée pour le mental, ce sont les attentes. Donc, les réseaux sociaux sont vraiment les principales causes. Les gens se font beaucoup d'attentes face aux randonnées, vont idéaliser l'aventure dans laquelle ils se lancent. Donc, on va rendre l'aventure plus romantique. Tu sais, si je prends l'exemple de l'Appalachian Trail, les gens vont écouter les films là-dessus, ils vont regarder les comptes Instagram des gens qui font l'Appalachian Trail. Ils ne voient souvent que les bons côtés, que les journées ensoleillées, les beaux décors et tout ça. Puis une fois qu'ils se lancent dans l'aventure, ben ils se rendent bien compte que c'est pas aussi romantique que ce qu'ils pensaient. Donc, top 1, ce serait les attentes au niveau de la randonnée dans laquelle on se lance. Donc, peut-être même une surexposition aux belles photos, aux beaux paysages qui font qu'une fois qu'on est dans la réalité de la chose, ben c'est un peu moins joli. Le deuxième, ce serait la rigidité, sa propre rigidité. Donc, un manque de flexibilité ou un manque d'adaptation. Parce qu'on a beau préparer le meilleur équipement qui nous plaît, notre sac est prêt, on se lance dans l'aventure, il y a toujours des imprévus, il va toujours arriver des impondérables pour lesquels on n'a pas planifié, entre autres la météo, ou justement à cause des attentes, le fait que le sentier n'est pas comme on le pensait, notre équipement est plus lourd que ce qu'on pensait, on veut l'alléger en chemin. Donc, être flexible au cours de la randonnée, donc ne pas avoir peur d'adapter son équipement, parce que si on est vraiment rigide, et on refuse de s'adapter, puis on se dit non, je vais continuer avec ce que j'ai, puis on tient pas compte des éléments extérieurs, ben ça peut être un gros obstacle à la réussite de notre projet. Puis le troisième et non le moindre, le manque d'écoute de soi. Hyper important de s'écouter. Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on aime ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on le fait pour les autres ou pour soi? Est-ce qu'on est en train de marcher à un rythme qui n'est pas le nôtre? Est-ce qu'on fait des choix sur le sentier qui dépendent des autres autour de nous et non de nous-mêmes? Donc, vraiment apprendre à s'écouter
faire ce qu'on a envie de faire sur le sentier et non suivre les autres autour de nous ou vraiment pousser pour des raisons externes. Donc, vraiment le faire pour soi. Donc, c'est ça. C'est à peu près les 3 plus grands obstacles là, à l'énergie mentale, là, finalement, en longue randonnée. J'aime ça parce que tout ce que tu as dit, j'ai pas mal des trucs pour toutes ces choses-là. Fait que on peut partir directement. Avant tout, je veux juste dire que tout comme le physique, le mental, ça se construit. Ça se peut que c'est pas quelque chose que t'aies d'un coup. On est tous faits différents, on vient tous de des milieux différents, on a tous un background, copine, des trucs différents qui se passent à la maison. Donc, le mental, c'est différent pour chacun et ça se construit. Et aussi, le mental, ben, tout comme le corps, il va avoir des montagnes russes. Donc, c'est normal que ça sera pas flat du début à la fin, puis on va être constamment en up. Il va y avoir des journées que tu vas vouloir tout abandonner, que le mental il sera pas, mais je pense qu'on peut tout de suite partir avec ce point-là, là, des trucs, là, ne jamais quitter sur sur une mauvaise journée. Exact. C'est la pire des choses à faire. C'est comme, tu sais, on va prendre un comparatif de la vie à la maison, là. T'as une chicane avec ta blonde, avec ton chum, whatever, puis ben vous vous laissez sur ce moment-là. C'est sûr que c'est pas la bonne décision à prendre. Il faut y réfléchir, il faut une nuit de sommeil, il faut y repenser après ça, peut-être le lendemain, puis le lendemain, on sait pas quoi, il va faire beau, tout va bien aller, puis là, ben, hey, en fin de compte, j'ai encore envie d'être sur le sentier, moi, un peu. Hier, c'était juste une journée qui allait mal, mais aujourd'hui, tout va bien, donc c'est vraiment, je pense, le truc principal, la première astuce. Oui, si on pense à l'abandon, ben, attendre d'être dans une bonne journée pour prendre la décision définitive, puis probablement que dans une bonne journée, on va se rendre compte, justement, comme tu dis, que on est à sa place et on continue. Donc, c'est un très, très bon truc. Regardez en avant aussi. Regardez, penser au lendemain. Se placer des petits objectifs. Ça, moi, c'est un gros truc que j'ai. Se faire des petits objectifs court terme. Des petites célébrations. Pouvoir regarder en avant puis dire, OK, ben, demain, on va être à telle ville ou dans 2 jours, tu sais, penser vraiment à court terme, où on va atteindre la marque des X kilomètres, où on va atteindre une rivière qu'on avait hâte de voir, un point de vue qu'on avait hâte de voir, mais se placer des petits objectifs en cours de route, ça aide énormément pour le mental. On peut pas envisager d'un coup, là, tu sais, mettons qu'on fait une longue randonnée sur 7 jours, penser à la 7e journée, des fois, c'est même un peu trop loin. Fait que vraiment placer des petits objectifs quotidiens sur son chemin. Mais moi, en fait, j'irais même en plus petit que mettons, dans 2 jours, je vais être là ou des choses comme ça. Même à la journée, tout le monde qui me connaît sait que je mange constamment en randonnée. En fait, en randonnée, tous les jours, je mange constamment. Mais en randonnée, tu sais, des fois, je mange une barre tendre par heure habituellement. Donc, là, je vois le sommet qui arrive. Je vois que je suis rendu à mon 1 heure de comme, hey, j'ai faim, j'aimerais ça manger. Mais je vois le sommet qui est juste là, fait que je me mets une micro-objectif de, je me rends jusqu'au sommet, puis là, je mange, puis c'est comme une récompense de sommet, manger, tout en même temps. Fait que c'est juste un petit boost de morale là-dessus. Oui, puis même sans sommet, se récompenser, ça fait partie des outils aussi, se donner des petites récompenses, apporter des bonbons, des petits bonheurs à manger en chemin, là. Ça aide énormément. Ouais, exactement. Ben, en fait, c'est une chose qu'il faut penser. Tu sais, on pense souvent, mettons, OK, je m'en vais en randonnée, qu'est-ce que j'apporte comme nourriture? Tu sais, OK, je fais ça, le monde prenne ça dans les expéditions, c'est tel bord, puis blablabla, blablabla. Mais faut aussi apporter quelque chose qu'on aime, tu sais. Pas juste partir en randonnée puis apporter, OK, ben ça, c'est de la nourriture d'expédition, puis ça ici, c'est de la nourriture que je mange à la maison. Donc, la nourriture que je mange à la maison, je l'apporte pas parce que c'est pour la maison, puis j'apporte juste ce qui est expédition. Mais il y a des choses que tu manges à la maison que t'aimes sûrement, puis comme que à chaque fois que t'en manges, c'est comme une récompense, que ce soit, je sais pas, des biscuits Oreo, ou peu importe quelque chose de même, mais ça peut être le fun de l'intégrer au sac à dos, puis comme tu dis, c'est juste une petite récompense que tu te donnes. Fait que c'est un petit truc que j'ai aussi là. Quand que je pars en randonnée avec mon ami Vincent, c'est rendu une tradition. C'est les jujubes de randonnée. Donc à chaque fois qu'on part ensemble, ça nous prend un sac de jujubes, puis quelque part au travers de la journée, souvent tard, parce que c'est là que souvent
t'as le manque de motivation, la fatigue qui embarque, ben là, hey, c'est le temps du boost de jujube, fait que t'embarques là-dessus, puis ça nous remonte le moral. Tout à fait. Sinon, pour embarquer là-dessus sur les micros-objectifs que tu disais, autre chose que j'aime faire pour me booster un peu, c'est que quand je planifie mon trip, si on parle, mettons, d'un trip d'une semaine, quelque chose de même, souvent tu vas planifier, mettons, une semaine, puis tu vas te mettre peut-être 8 jours pour le compléter. Donc là, tu planifies ton itinéraire, ok, il faut que ça rentre en tant de nombre de temps, tu fais tes journées, mais ce que j'aime faire, malgré que je me connais vraiment bien sur le sentier, je sais ce que je suis capable de pousser par jour, mais j'essaie de juste planifier mes journées juste un petit peu en dessous de ce que je suis capable de faire. Mm-hmm. Donc, se laisser de la latitude. Là. Exactement, puis ça fait que la plupart des jours, ben, je dépasse cet objectif-là. Donc, juste le fait de dépasser, puis là, tu finis ta journée, puis t'es comme, OK, mais là, ça, c'était ma journée 1, mais c'était aussi les 5 premiers kilomètres de ma journée 2. Fait que ça, c'est un énorme boost mental. Tu sais, tu dis, le lendemain, tu commences ta journée, puis t'es comme, hey, j'ai déjà une partie de ma journée 2 de fait, puis j'ai même pas commencé à marcher. Donc, c'est une autre astuce de Alex. Ouais. se laisser de la lassitude. Ben, ça fait partie aussi de rester flexible sur son itinéraire là, mentalement. Ça aide beaucoup. Comme tu dis, ça allège le fardeau de se donner un peu de lousse à chaque jour. Là. Ouais. Ça, c'est un super bon truc. Je dirais aussi d'être curieux puis d'apprendre, parce que ça aussi, ça s'apprend à s'émerveiller de peu. Parce que les longues randonnées, ce sera pas toujours un sommet à chaque jour, ce sera pas toujours des vues incroyables ou des moments incroyables. Il peut y avoir des journées plus monotones. Fait être capable de reconnaître le beau autour de soi, les petites choses de la nature, être curieux de la géologie, de la faune, de la flore, ça aide à rester motivé. Juste observer, prendre le temps aussi de regarder ce qu'il y a autour de nous, puis apprécier tous ces petits moments de bonheur-là. Ça aide à garder le moral, si on veut. Là. Ouais, puis ça aussi, ça m'aide beaucoup. J'aimerais ça faire un lien avec ça, vers trouve-toi une passion peut-être sur le sentier. Donc, je dis pas ça pour tout le monde. Il y en a que juste marcher, c'est assez, mais exemple, je me prends comme exemple. Moi, j'aime filmer mes randonnées. Donc, d'avoir ma caméra, ben, fait que je regarde tout sur le sentier au lieu d'être juste fixé sur mes pieds puis d'avancer, avancer. Mais là, j'ai un objectif de, OK, il faut que je capture ça le mieux que je peux pour que les personnes puissent l'écouter avec moi puis se sentir sur le sentier. Donc, ça revient à ce que tu disais d'être émerveillé par des petites choses. C'est vu que j'observe tout, ben là, juste le petit rayon de soleil qui passe entre les arbres, malgré qu'il n'y a pas de vue, mais le rayon de soleil qui passe entre les arbres puis qui fait une belle lumière sur la forêt, mais je suis comme, OK, ça, c'est vraiment beau, il faut que je le capture. Fait que c'est d'autres choses qui m'aident à me sortir un peu de des fois, mettons, la douleur musculaire ou des choses de même. Ou juste la monotonie du sentier, des fois. Ouais, exactement. Donc, un autre petit truc, restez créatif sur le sentier. Trouvez-vous une passion. La photo est extrêmement populaire, puis on a tous maintenant dans nos poches un appareil photo extrêmement puissant qui est un cellulaire. Donc, pourquoi pas s'amuser puis découvrir la nature d'un autre œil. Oui, créer. C'est important de rester en mode création parce que j'ai l'impression que quand on est plongé dans la nature, notre créativité, elle vient se développer un peu plus, elle vient s'aiguiser un peu plus, un peu comme nos sens. Tu sais, on en parlait, nos sens viennent s'aiguiser, notre odorat, notre ouïe, mais notre créativité, j'ai l'impression que ça vient la rehausser là, quand on est dans la forêt. Fait que se servir de ça, utiliser le média qu'on préfère. Il y en a qui amènent même des aquarelles, du papier, des crayons, écrivez des textes, prenez des photos, créez des vidéos, créez un vlog. Rester en mode création, ça aide énormément à la motivation parce qu'on vient justement... On vient se garder des souvenirs, on vient créer quelque chose là, quand on est là-dessus. Ouais, puis ça, tu viens de bien le dire, là, pas obligé de le faire comme je le fais, que je le documente, puis là, que je fais des conférences avec ça, puis que je partage ça sur YouTube, puis blablabla. Il y a 1000 façons. Ça peut être juste un journal que vous tenez pour vous, ou même juste des photos ou des vidéos que vous tenez pour vous, que juste après ça, vous revenez à la maison, puis ben vous pouvez revisiter vos souvenirs. Puis c'est personnellement un truc qui m'aide beaucoup avec la dépression
post-voyage. Donc, tu sais, quand je reviens à la maison, ça m'aide un peu les blues. D'avoir quelque chose à me replonger dedans. On dirait que je reviens, puis j'ai pas... Oui, je suis parti du voyage, mais je revisite le voyage en travaillant sur ma vidéo. Donc, j'ai un peu moins de down de cette façon-là. Donc, mais je dirais même pendant la randonnée, exemple, si on prend des photos ou si on tient un journal, exemple, on fait un 10 jours. Au bout d'un 6e jour, on tombe dans un petit creux. On se sent un peu plus misérable, il fait moins beau. Mais on peut retourner dans son journal, dans ses photos, pour se remémorer les premiers jours, dire ok, oui, se ramener aux raisons, ou même à la journée 1, parce que la journée 1, on est toujours bien énervé de de ce qui s'en vient. On est plein d'énergie, on a pas mal nulle part. Fait que revenir dans ses souvenirs, même pendant la longue rando, ça peut aider à se remonter le moral, là. Regarder en arrière, voir qu'est-ce qu'on a accompli jusqu'ici, célébrer sa progression, ça aide énormément. Ouais, puis ça peut aller même jusqu'à... Tu te relis, là, t'es dans un down, t'es comme « Hey, v'là 4 jours, j'ai eu un down aussi, puis la journée après, ben, j'étais up. OK, bon, ben, ça se peut qu'il se passe la même chose demain. » Donc, tu sais, c'est... Ouais. Des fois, on est tellement dans un tunnel vision, si on veut, là, que tu fais que On est tellement dans le moment présent qu'on oublie. C'est vrai, ça aide à reconnaître les patterns, puis ça vient et ça part, hein, les moments de motivation sur que ce soit sur une rando d'une semaine ou sur quelques mois, comme ce que je suis en train de faire, ça va et ça vient, puis c'est normal, comme tu disais, d'avoir vraiment une montagne russe d'émotions, puis d'avoir un journal, de le tenir, puis de reconnaître les patterns, ça nous aide à mieux se connaître, puis à mieux gérer ces moments-là. Ouais. Je veux embarquer sur le prochain point t'en as parlé un peu, ne pas se comparer. Tu sais, comme Catherine a dit au début, avec les réseaux sociaux, des fois, tu te compares, t'es comme « Ah, mais lui, il va à telle vitesse, il fait 45 km par jour, pourquoi moi, je suis pas capable de le faire? » Puis là, tu te compares tout sur des affaires de même de « Ah, OK, ça me fait chier, moi, je suis à la même place que cette personne, elle a été, puis... » Tu te sens plus lent ou tu te sens trop vite. C'est le danger de la comparaison. Ouais, exact. Ou que ça soit même genre, là, j'ai marché 5 jours pour me rendre là, puis là, j'ai pas de vue, mais sur les réseaux sociaux, j'ai juste vu la belle vue de cet endroit-là. Tu sais, on parlait des attentes plus tôt, c'est en plein ça, là. Ouais, puis comme la vue que tu as eue à cet endroit-là, mais peut-être que l'autre personne sur les réseaux sociaux a juste pas partagé que la journée avant, elle a eu une journée de merde, puis que la place que toi, t'as eu la super belle vue sur la plage, ben elle n'a pas eu. Puis donc c'est pas... à ne pas se comparer, puis à la fin, c'est pas comme... si on reste avec les vues comme ça, ben c'est le voyage au complet qui compte, c'est l'aventure, puis tout ça, c'est pas juste ces petits moments-là, là. Pour une même randonnée, il y a 1 million de façons de la vivre. C'est ça qui est beau, tu sais, à chaque personne qui fait, exemple, la traversée de Charlevoix, ben chaque personne qui va faire la traversée de Charlevoix va avoir une aventure différente. Ouais. Va avoir ses hauts et ses bas à des moments différents, va avoir les meilleures vues, les pires vues, les meilleurs moments, les pires moments, à des moments complètement différents, à des rythmes différents. Fait que c'est ça qui est beau aussi de la randonnée, c'est qu'il n'y a pas 2 façons pareilles d'expérimenter un sentier, en fait. Ouais. Parce que c'est tellement dépendant de la météo et de l'humain. L'humain est unique, la météo chaque jour est unique, donc ça fait tout un arc-en-ciel de possibilités, là. Fait que jamais se comparer, parce que chaque aventure est unique, là. Exact. Puis parenthèse là-dessus, j'invite les gens qui partagent sur les réseaux sociaux, ne pas idéaliser je sais pas si j'utilise le bon mot, mais ne pas idéaliser la randonnée comme juste montrer les beaux moments. C'est normal qu'il y ait des mauvais moments, donc il faut en parler pour le normaliser, pour que la personne qui le fait après OK, moi aussi je suis normal d'avoir eu ce doute-là, d'avoir trouvé ça dur, donc puis de pas, si on veut, mentir sur les faits, tu sais, dire OK, ben j'ai fait telle affaire, puis là que la personne se compare, puis en fin de compte, ben elle se rend compte que elle trouve ça vraiment dur, puis comme pourquoi je suis pas capable de le faire, puis là ben tu comprends que OK, mais la personne a dit qu'elle a fait telle affaire, mais en fin de compte la moitié de ça est vrai, donc dites la vérité. Faut vraiment essayer de se faire une carapace face aux réseaux sociaux. Encore une fois, s'écouter soi, ne pas se comparer, puis pas se fier non plus aux récits. Ce qui serait bien, en fait, c'est qu'à chaque récit de randonnée que les gens mettent sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir
dans le même récit, le pire, parce que c'est souvent, ça commence par le meilleur moment, puis c'est correct parce que c'est les photos les plus spectaculaires, mais toujours énoncer, mettons, le pire moment. C'est quoi votre moment misérable dans cette randonnée-là, dans ce séjour-là? Ça serait intéressant de prendre ce réflexe-là quand on met un récit de nos randonnées, de mentionner c'était quoi mon moment le plus misérable de cette aventure-là. Ouais, puis ça peut être un bon réflexe à faire. Je sais que des fois, ça peut être dur parce qu'on est comme... T'as l'impression de te sentir vulnérable, d'avoir trouvé cette journée-là de pluie dure, d'avoir dit « OK, mais là, aujourd'hui, je suis plus capable, je vais faire du push jusqu'au motel le plus proche, whatever quoi. » Mais ça peut juste faire que il y a quelqu'un qui va venir te parler puis il va te dire « Hey, moi aussi, c'est arrivé la même chose. » Puis là, ben, tu vas te sentir normal d'avoir vécu ça, puis la prochaine fois, ça va juste mieux aller parce que tu vas te dire « Hey, cette fois-là que j'ai eu un doute, ben, c'était normal, puis ben, let's go, on continue de marcher. » Donc, c'est ça. Ça vient aussi avec une vague. Tu sais, quand j'en parle de mes moments les plus misérables sur les réseaux sociaux, c'est là que je reçois le plus d'amour. C'est là que je reçois le plus d'encouragement. Puis c'est fou à quel point les gens font comme « Ah, moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, je me sens comme ça. » Ça vient créer un partage qui est complètement une autre dimension que si je postais juste des photos d'un beau paysage sur lesquels, bon, OK, les gens vont dire « Wow, beau, bravo », mais venir partager ces moments de vulnérabilité, ça vient avec vraiment une solidarité de la communauté de randonnée, puis ça vient vraiment nourrir les partages. Ouais, puis ça fait du bien au moral. Puis tu sais, aujourd'hui avec les réseaux sociaux puis l'internet qui est pratiquement partout dans le monde, tu peux partager tes moments au jour le jour. Donc juste des fois de partager ton doute. Tu sais, exemple, Catherine, t'es sur la page Trail, là ça va pas, t'es dans la pluie, puis là tu fais une story de comme hey, aujourd'hui ça va vraiment pas, j'ai marché dans la boîte toute la journée, blablabla. Puis là, ben tu connectes à quelqu'un qui te parle de hey, lâche pas, tu m'inspires vraiment, mais juste ça peut juste être le petit boost que t'as besoin dans la journée, puis t'es comme OK, je peux le faire, je continue. Tout à fait. Ouais, tu sais, autant que les réseaux sociaux, faut s'en méfier. Ouais. Comme tu dis, le partager en live, ça vient avec cet avantage-là qu'on peut recevoir des encouragements ou même lancer un appel, FaceTimer comme sur le sommet d'une montagne avec ses proches pour vraiment venir se recrinquer. Ouais, je l'ai fait souvent ça. J'ai souvenir en Islande je repogne du réseau pour la première fois, puis j'appelle ma blonde, ben en fait j'appelle message vocal sur Messenger, on s'échange des messages vocaux, des messages vocaux, excusez-moi, je l'ai mal conjugué. Donc tu sais, puis ça me donne un boost de morale. Je fais la même chose avec mon meilleur ami, je donne des nouvelles à mes parents, puis juste ça, je suis comme OK, là je suis reparti, puis après ça, je me rappelle à ce moment-là, j'ai remarché 6 heures de temps dans la soirée, puis tout allait bien là. Oui, parce que tu sais, on a beau aimer ça, marcher seul. Il y a des moments, moi aussi là, j'adore marcher seul. J'ai aucun problème avec ça, mais de temps en temps, lancer un petit appel vidéo à ma tante Evelyne dans les pires moments ou quand il fait beau, j'ai du réseau, faire un appel vidéo avec mes parents sur le sentier pour partager ce moment-là avec eux. Vivre la technologie pour ça, parce que ça nous permet quand même de le faire pendant qu'on est complètement il y a beaucoup de moments que j'avais pas de réseau, mais il y a des moments on peut le faire maintenant, puis c'est quand même agréable, ça aide beaucoup sur le mental. Ouais, ça, tu sais, faut pas négliger que c'est correct, tu veux être seul sur le sentier, ou peu importe, tu veux être sur le sentier en nature pour déconnecter, mais des fois, c'est correct de vouloir connecter avec les gens, puis ça peut faire du bien. Ce qui m'emporte sur mon prochain point, puis là ça va être différent d'une personne à l'autre. Partir seul ou partir à deux, partir en groupe, c'est de se connaître là-dessus, tu sais. Peut-être que pour quelqu'un, partir en groupe, partir à deux, c'est la chose la plus épuisante au monde. Puis je suis un peu là-dedans, là. C'est pas que c'est la chose la plus épuisante, mais c'est que j'ai l'impression que ça me gruge de l'énergie de penser à comment que l'autre se sent. Donc c'est pour ça que je pars souvent seul, parce que j'ai juste ma tête, mon corps à penser. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être complètement l'inverse. De partir à deux, c'est réconfortant, tu t'enlèves un stress, puis même là, tu sais, je dis que j'aime ça partir seul, puis pour plusieurs raisons, mais j'avoue que partir à deux, des fois, ça m'enlève un stress énorme, parce que tout le monde qui me connaît sait que je suis la personne la
moins organisé qui existe. Je planifie mes voyages à la dernière minute. Je book rien. Je book le billet comme quasiment la journée avant que je parte puis tout ça. Mais partir à deux, ça fait que c'est presque sûr que l'autre personne est plus organisée que moi. Donc, elle pense à des choses que je pense pas. Puis, ben, ça m'enlève un stress de plus. Puis, c'est... Ben, en expédition, deux têtes valent mieux qu'une. Hein? Fait que c'est quand même, ça a quand même énormément d'avantages de partir à deux. Parce qu'on, justement, surtout pour l'équipement, tu sais, s'il y a quelque chose qui fait défaut, ben, on sait qu'on a un backup, on a quelqu'un avec nous. Donc, jamais se fier à ça, évidemment. Toujours avoir son propre équipement, mais ça allège beaucoup le stress de l'expédition là, quand on est deux. Ouais, puis en groupe, c'est vrai, moi j'ai de la misère là, parce que justement, on parlait d'écoute de soi, c'est difficile dans un groupe d'entendre sa propre voix, de s'écouter, puis de pas se laisser emporter par le groupe. C'est un peu le même effet des courses à pied, tu sais, les 5 ou les 10 kilomètres, quand on part sur un 5 ou un 10, dans un événement de course, dans un groupe, on va pas à son rythme, on essaye d'aller le plus vite possible, on se dépasse, tandis que si on le fait solo, chacun de son côté, chez soi, on va vraiment être plus à l'écoute de soi. Fait que j'ai un peu de misère à naviguer en groupe de plus de 3 personnes. Mais à 2, c'est vrai que ça a quand même son lot d'avantages. Ouais, je suis 100% d'accord, mais s'il y a des gens qui sont plus à l'aise à 4, allez-y, il n'y a pas de problème. Ah oui. Mais pour moi, j'ai réalisé que 1, 2, 3 au maximum, mais... ça fait une belle synergie à 3 pour certains moments. En fait, là, je randonne justement avec 2 filles. Je suis en Pennsylvanie, puis j'ai 2 filles autour de moi, Bottles et Hennessy. On est 3. Puis honnêtement, ça crée une dynamique qui est différente parce qu'il y en a toujours 2 qui vont remonter le moral de une. Quand t'es 2, ben ça peut arriver que les 2 sont down en même temps. Fait qu'à 3, t'as comme plus de possibilités de remonter le moral de l'autre. Ouais. Fait que ça fait créer quand même une belle énergie. Ben, tu sais, à 3, mais même à 2, partir tout seul, quand tu pars tout seul, je disais qu'une des raisons pourquoi j'aime partir tout seul, c'est que j'ai juste ma tête, mon corps à penser. Mais quand t'es seul pis t'es down, ben t'es down tout seul. Mais il y a personne pour te ramener ou te sortir de ta spirale mentale. Exact. Tu sais, je vais conter une anecdote d'Écosse. Je suis parti avec mon meilleur ami Vincent, puis on était là-bas, puis on s'est donné une fois. C'était une fois par heure, je crois, ou une fois par heure. Tu sais, on était tout seuls sur le sentier. Là. On a été là en hiver comme en mars là, mais comme que personne fait. Fait que il y avait presque que personne sur le sentier. Pour des bonnes raisons. pour certaines bonnes raisons. Il mouillait beaucoup. Donc, une petite récompense qu'on se donnait à tous les jours, puis qui était le fun à 2, c'est que vu qu'il y avait personne, ben on dérangeait personne autour. Donc, une fois par heure, quand on le sentait tout simplement, on disait « OK, c'est quoi la toune de l'heure? » Puis là, on prenait notre cellulaire, puis on mettait une toune que les 2 allaient entendre, les 2 en même temps. Mais, tu sais, on faisait exprès, on se connaît depuis plus qu'une dizaine d'années, moi puis lui. Là, fait qu'on faisait exprès de mettre des tounes que les 2, ça nous boostait ou, tu sais, qu'il y avait un souvenir avec ou peu importe quelque chose. Mais juste ça, c'était des moments, tu sais, on en parle encore aujourd'hui, là. Je dis ça comme ça fait 1000 ans, là, ça fait genre 8 mois, là, mais tu sais, on en parle encore de hey, la toune de l'heure, tout ça, fait que c'est une autre petite affaire à 2 qui peut être vraiment le fun. Puis j'ai envie Ouais, la musique, c'est vrai, c'est un excellent truc pour se sortir un petit peu de sa torpeur de temps en temps, là, se mettre 1 ou 2 chansons qui viennent nous remonter le moral, c'est vraiment bon. Je suis 100% d'accord, puis c'était mon prochain point qui était là j'ai parlé comme musique comme qui joue pour tout le monde là, mais normalement faites pas ça, c'était vraiment juste parce qu'on était tout seul sur le sentier. Non, n'apportez pas un haut-parleur sur les sentiers, s'il vous plaît. Non. Donc sinon juste des écouteurs puis musique, podcast, juste vous changer les idées, puis des fois le genre de musique aussi peut tellement booster l'humeur, ça rappelle des bons moments, des fois je sais pas, tu sais moi je suis un gros fan de métal, là, donc me mettre du métal, ben j'ai juste envie de courir là, puis c'est un pas derrière l'autre, puis ça l'avance, ou un podcast, tu penses plus à rien là, tu sais,
parce que de la musique, j'en écoute beaucoup en randonnée, mais des fois, je trouve que tu rentres trop dans ta bulle parfois avec la musique, ou tu fixes sur les paroles, puis là, des fois, ça peut virer dark vraiment vite. Tandis que un podcast, ben, t'es comme concentré sur la discussion qui ont, donc, tu sais, que ça soit, là, tu t'évades, c'est un podcast de voyage, tu t'évades dans leur voyage, tu t'évades dans peu importe ce qui parle, puis ben, oui, on essaie d'être connecté sur le sentier, puis de vivre la nature, puis tout ça, mais veux pas, c'est normal que des fois, tu veux t'en enfuir pour mieux continuer. Ouais, il n'y a rien de mal à sortir la tête du sentier le temps d'un bon épisode de podcast comme le nôtre. Bon truc. Gardez-le, celui-là. Oui, gardez-le. Écoutez notre podcast pour vous changer les idées en randonnée. Mais oui, se ramener aussi à sa motivation initiale, on en a peut-être pas, on en a parlé un petit peu, mais tu sais, oui, se sortir la tête avec la musique, les podcasts et tout, mais se rappeler aussi régulièrement qu'est-ce qu'on fait là. Mm-hmm. Parce que souvent, sur l'Appalachian Trail, je me suis posé cette question, qu'est-ce que je fais ici? Dans les moments de misère. Mais se rappeler justement d'avant la randonnée, pourquoi on l'a planifié, pourquoi on décide de mettre le pied là, qu'est-ce qu'on vient faire, qu'est-ce qu'on vient chercher, puis se le rappeler quotidiennement. Regarder aussi dans le rétroviseur là, ce qu'on a accompli pour se rendre jusqu'ici, ça aide énormément. Ouais, ben je suis 100% d'accord. Trouver son pourquoi que tu es sur le sentier, tu sais, que ce soit des raisons de... t'as envie de t'évader du travail, t'as envie de t'évader de la société de nos jours, que t'as juste envie que ça soit un défi physique, que t'es sur le sentier, toi, pour te défouler physiquement, puis tu veux pas que ça soit relax, là. Tu veux un challenge, ok, c'est je suis là pour battre mon record personnel, mais juste ça peut être la chose qui te motive à marcher tous les jours. Donc, vraiment trouver le pourquoi que t'es là, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, tu sais, ça peut être... tu sais, exemple, moi, souvent, quand je passe sur le sentier, oui, j'aime ça marcher, puis blablabla, mais j'aime aussi ça documenter, j'aime ça éditer des films, tout ça. Fait qu'à un moment donné, ben, à maison, j'ai plus rien à éditer. Fait que là, il faut que je retourne sur le sentier pour filmer du nouveau contenu. Puis continuer à créer. Exact. Puis, tu sais, c'est juste parce que, personnellement, j'adore ça créer. Donc, souvent, je vais sur le sentier parce que j'ai envie de créer. Tu sais, oui, j'y vais pour marcher, mais j'y vais pour le côté création. Puis ça fait partie de ton pourquoi. Exactement, exact. Tu vois, moi, mon truc, c'est, je me dis souvent dans les moments de misère, de pluie ou de mauvaise météo ou juste de monotonie, je me remémore ce que je pourrais faire à la maison et je pourrais être assise dans un bureau, pas de fenêtre, devant un ordinateur. Et ça me remet ma motivation dans le tapis. J'ai comme, OK, c'est pour ça que je suis ici. Pluie, pas pluie, je ne suis pas devant un ordinateur dans un bureau, pas de fenêtre, donc je suis heureuse. Fait que juste se ramener à où on pourrait être si on n'était pas sur le sentier, des fois, ça nous ramène à qu'est-ce qu'on fait là sur le sentier, puis ça nous remémore qu'on est vraiment à la bonne place. 100% d'accord. Un autre truc que j'ai, ça serait de construire sa confiance avant d'arriver sur le sentier. Donc, on en a parlé avec l'émission de Blaise, de se préparer physiquement, puis tout ça. Ce qui fait que quand tu arrives sur le sentier, tu sais, tu t'en vas en randonnée toutes les semaines, puis là, tu t'en vas sur ton expédition de 7 jours, mais ça fait des semaines et des mois que tu es habitué de marcher, que quand tu arrives à la bonne place, ben, tu te sens enfin à ta place, puis tu es comme, OK, ben, c'est pour ça que j'ai fait ça, puis là, c'est de pas négliger le physique aussi là-dessus, le fait d'être en forme puis d'être préparé à ça, ben donne un boost de confiance, qui donne un boost mental, puis qui fait qu'on se sent à sa place quand on marche. Oui, ben ça va avec la prise d'expérience aussi, apprendre à se connaître, apprendre à faire ce qu'on aime en randonnée, puis la préparation physique va influencer beaucoup le mental. Je suis d'accord. Puis autre truc que je finis sur ce truc-là personnellement, c'est, tu sais, on parlait encore de rester focusé sur le sentier, on est là pour profiter de checker la nature tout ça, mais des fois mon truc c'est vraiment de focusser sur la fin. C'est juste comme, tu sais, oui t'apprécies les beaux paysages tout ça, mais le fait de penser à la fin, tu sais,
La faim, la nourriture? Non, la fin du sentier. La faim. Donc, OK. Tout ce qui va avec la fin, donc le plaisir d'être rendu là, de revenir, l'accomplissement, de revenir chez nous puis de voir ma blonde, le restaurant après après la trail la poutine. que t'as rêvé toute la journée, t'es comme cette poutine-là, ce burger-là, whatever quoi, que t'as rêvé toute la journée, revenir à la maison puis que ça fait genre 2 semaines t'as pas vu ta blonde puis de penser comme le sexe va être bon, genre c'est toutes des choses que oui. Donc, oui, pensez au après. Ouais, ça peut être parce que tu sais on est sur le sentier puis on a beau on s'enfuit souvent sur le sentier pour s'évader un peu du monde moderne. Mais des fois aussi, le sentier nous fait réaliser à quel point il y a des choses qu'on aime à la maison, puis des choses comme ça, fait que ça soit, comme je dis, ta blonde, tes chats, ton chien, ta famille. Juste un matelas, un divan, une douche chaude. Exactement. Donc, ça fait apprécier toutes ces choses-là qui fait que j'aime ça focusser sur la fin, malgré que j'essaie de prendre le moment, j'essaie d'y aller au moment présent, mais penser à cet objectif-là de revenir à la maison, de revoir ma famille, mes amis, ma blonde, mes chats, c'est un bon boost de morale. Excellent. Ouais, super bon truc. Moi, je finirais avec mon dernier truc. Ce serait vraiment de tourner les obstacles, des fois, en opportunités. Utiliser les obstacles, en fait, pour se dire, ben oui, c'est difficile, c'est un obstacle, c'est un problème que je vis, j'ai un problème à résoudre sur le sentier, ben ça va me rendre plus fort. Ça nous permet de se tester, d'apprendre des choses. Fait qu'essayer de reconnaître ça, de reconnaître que oui, ça peut être des moments difficiles, ça peut être une montagne qui est difficile à gravir, les roches peuvent être glissantes, il pleut toute la journée ou il y a un orage qui s'en vient, mais on va apprendre quelque chose au bout de la journée. On va devenir plus fort, ça va nous rendre plus résilients. Fait qu'essayer de se rappeler ça aussi, que faut utiliser les obstacles pour se former. Je suis 100% d'accord avec ça, là, parce que je vais donner un exemple avec ça. Je parlais tantôt de quand j'étais en Écosse avec mon ami, puis que on y était à un mauvais moment de l'année, mais c'était notre but de se pousser un peu mentalement là-dedans. C'était, on sait qu'il va mouiller, mais on y va parce qu'on sait qu'il va mouiller. Mais oui, c'était en toute conscience. C'était en toute conscience, puis ce qui fait que j'ai grandi ces moments-là, puis quand j'ai pogné de la pluie après ça, mais je me dis, hey, mais c'était pas aussi pire que l'Écosse. Tu sais. Exact. C'est de comparer des fois un peu les moments comme ça, puis de se dire, hey, j'ai survécu l'Écosse, que j'ai presque pas eu de journée ensoleillée, que c'était gris tout le temps, puis que si c'était gris, ben souvent ça venait avec de la pluie. Mais j'ai survécu ça. Là, c'est pas cette petite journée ce petit avant-midi de... Tout ce qui va venir après. Ouais, c'est ça. Mais, en fait, c'est ça, c'est de prendre ça puis de se dire, OK, mais là, en ce moment, il pleut. Mais il est supposé d'arrêter dans 3 heures. Mais si j'ai survécu ça, ben c'est sûr que je suis capable de survivre ce 3 heures-là aussi. Fait que c'est de prendre ces petites choses-là puis de déconstruire ça. Exactement. Moi, ça m'a fait la même chose avec les moustiques en Oregon. J'ai jamais vécu autant de moustiques. Puis depuis que je suis revenue de la Pacific Crest Trail, depuis que j'ai vécu les moustiques de l'Oregon, ben les moustiques du Québec, les moustiques du Maine, tout ça, ça a plus d'importance, je les sens même plus. Fait que on dirait que quand on vit le pire, après ça, on peut relativiser, puis tout devient moins pire. Ouais, puis tu sais, on va énumérer là un peu comme des moments de merde qu'on a eu là. Ça revient aussi à quand j'étais en Norvège, que j'en ai parlé dans un dernier podcast, que je me suis poussé complètement à fond. J'avais de la misère à marcher en finissant. J'étais démoli physiquement. J'avais presque pas dormi. J'avais envie de tout. Tu sais, il y a eu des journées que j'ai eu envie de tout abandonner, puis que, comme on parlait tantôt, c'était en montagne russe, des fois ça allait bien, puis tout ça. Mais à la fin du sentier, plus rien me tentait, que j'ai changé mes plans. J'ai booké, j'ai été pour le Tour du Mont-Blanc. Donc, le fait que la Norvège avait tellement été difficile, puis que je m'étais poussé, puis que le sentier était technique, tout ça, ben, en planifiant le Tour du Mont-Blanc, en sachant que c'est une autoroute comme sentier, mais ça a juste été un boost de morale de me ramasser sur ce sentier-là, parce que j'étais tellement habitué au pire que là, de me ramasser sur un beau sentier comme ça, mais
wow, c'était le paradis, puis ça allait super bien, là. Ouais, ben là, c'est un peu comme moi, un peu avec l'Appalachian Trail. Tu sais, le début, je l'ai eu rough, là, dans la pluie, les inondations, les orages, dans le pire, le plus difficile, dans le Maine, dans le New Hampshire, dans le Vermont. Puis là, je suis rentrée en Pennsylvanie, il fait beau, il annonce une canicule. Le sentier jusqu'à Georgie va être super doux. Je me sens en vacances, pour vrai. Puis c'est pas parce que c'est facile. Le sentier que je suis en train de faire, même la portion sud, c'est pas facile. Mais étant donné ce que j'ai vécu derrière dans les 2 derniers mois, je vais juste voler sur le sentier pour le reste du temps. Fait que c'est vraiment, ça vient changer complètement les perspectives là, d'avoir vécu plus d'obstacles qu'à la normale. Ouais, et puis je veux rebondir sur celle-là. J'ai un autre exemple dans ce sens-là. Quand j'ai été en Colombie-Britannique dernièrement avec mon ami Kane qui habite là-bas, on a fait un sentier, puis on est sorti des sentiers. En fait, on n'a pas fait de sentier, on est sorti des sentiers battus. Donc, on se ramasse dans une forêt qui est épaisse. On a de la misère à avancer, les branches nous repoussent. En tout cas, c'était le bordel. Mais juste quand on est sorti de cette forêt-là, malgré qu'il n'y avait pas encore de sentier, malgré que c'était encore des grosses roches à marcher dessus, tu sais, des roches qu'à chaque fois que tu mets dessus, ils bougent un peu. Mais comparé à ce qu'on venait de vivre, qui était un chaos des pires que j'ai vécu, mais c'était du bonbon. C'était complètement du bonbon, là. On regardait ça genre en riant de « Wow, ça va tellement bien! » Puis pourtant, je suis sûre que si t'avais commencé par ces roches-là, t'aurais fait comme « Ah non, c'est rocheux. » Ouais, c'est rocheux, c'est de la merde, ça bouge en dessous de mes pieds. Je sais jamais quand que je vais mettre le pied dans un trou, peu importe, mais à l'inverse, le faire après, c'était une belle récompense. Wow! J'en ai un autre que je peux te dire, tu sais, puis on parlait un peu de nourriture tantôt, là, puis d'objectifs, puis de savoir aussi, en fait, comment prendre un moment de merde, puis le transformer, en fait, parce que il faut savoir combattre nos démons sur le sentier. Donc, tu sais, j'ai une anecdote que j'avais vraiment... Je pense que c'est une des choses que j'avais trouvé le plus dur de mon voyage en Islande. C'est que en Islande, il y a des moments que j'ai jamais été autant seul de ma vie. Tu sais, que tu rencontres personne pendant une journée, je pense que cette journée-là, j'avais marché 18 heures de temps, là. Puis, aucune personne pendant tout ce temps-là. Il pleut toute la journée, sans arrêt. Là, tu traverses des rivières, pis tout ça, puis t'as aucun soleil, t'as rien pour te réchauffer, puis ben, t'es dans un désert en Islande à 1000 mètres d'altitude. Le vent, il vient de l'autre bout du monde. Fait qu'il fait fret, tout va mal, puis là, en plus de ça, tu sais, t'écoutes de la musique, puis moi et ma blonde, on a une playlist ensemble qu'on fait juste mettre des tunes de moments qu'on a vécu ensemble, ou des tunes qui font penser à l'autre. Fait que là, je mets cette playlist-là parce que ça me fait du bien, je pense à ma blonde, puis ça me booste, puis j'écoute souvent cette playlist-là quand je suis en randonnée, parce que ça me fait du bien. Mais là, elle avait ajouté une chanson que je me rappelais pas du moment qu'on l'avait écoutée ensemble. Mais après ça, elle m'expliquait le moment, puis ça faisait bien du sens. Mais moi, sur le coup, c'est une chanson qui est triste, qui parle de... comme... La personne n'est pas sûre d'aimer l'autre, tout ça. Puis là, j'étais comme... Pourquoi elle a mis ça? C'est-tu un signal qu'elle veut me lancer? Comme j'étais dans la noirceur totale. Puis... Oh my God, t'as commencé à t'imaginer des scénarios, là. Là, tu partais dans ta spirale noire. Je partais dans un trou sans fond. Mais... J'ai fini par transformer ce moment-là à comme ok, tu sais, je laisse ça, il doit y avoir une raison rationnelle à ça, tu sais, puis en fin de compte, oui, il y en avait une, là, tu sais, c'était une chanson qu'on avait écoutée dans une série qu'on aimait bien, blablabla, puis whatever, quoi. Mais j'ai juste boosté ma playlist, puis là, toutes les tunes qu'on avait mis, ou que surtout que j'avais mis, qui étaient par rapport à que je l'aime ou des affaires de même, là, tu sais, des affaires ben quétaines, mais je suis tout seul au milieu de l'Islande, il pleut, il vente, il y a personne des kilomètres à la ronde, fait que je peux faire ce que je veux, ben j'ai chanté le plus fort que je peux, seul sous la pluie, puis ça fait, ça me faisait du bien, puis je vais essayer de penser, je sais pas si je vais être capable, mais je vais essayer de penser de mettre un de ces moments-là en story Instagram ou quelque chose de même
Avec la musique. Sur Écho de montagne, si je suis pas capable, mais ça va être sur le mien, là, parce que je sais que j'en avais documenté un parce que je trouvais ça drôle, puis ma blonde, elle allait trouver ça drôle. Donc, c'est ça. C'est de prendre un moment de merde, puis de faire comme, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je suis tout seul, c'est de la merde ici. De le tourner en humour aussi, ça fait du bien. C'est mieux d'en rire que d'en pleurer. Exact. Puis, en parlant de pluie, parce que la pluie, c'est souvent dans mes c'est récurrent. Dans mes pires moments, là. Ça va mal quand il pleut. Tu fais au début, là, mais comme, quand tu commences la journée puis tu défais ta tente à la pluie, ça part mal. Puis j'ai une fois sur l'île de Madère au Portugal, ma tante, ça l'allait pas, ok? J'explique l'histoire. Le soir, je monte ma tente à une place que je me dis, le lever de soleil va être complètement malade. Donc, je mets ma tente à une place qui est zéro à l'abri, qui est sur une butte, vue sur l'océan, puis qu'il y a pratiquement rien autour qui bloque le vent. Donc, le soleil finit par se coucher tranquillement. Je vois les nuages qui arrivent. Je suis comme, demain ça va être cool, puis demain ça va être beau. Fin de compte, je me réveille dans la nuit et il mouille sans arrêt. Le vestibule a fini par s'ouvrir à cause du vent, tellement qu'il y a du vent, donc ça a dézippé. Il y a de l'eau qui rentre de tous les bords de ma tente. Heureusement, j'ai un sleeping bag en synthétique, donc ça a gardé l'isolation, blabla. Puis ça, pas trop de dommages, mais reste que tu te réveilles puis c'est dans l'eau. Sinistré, là. Dans l'eau, puis t'es comme what the fuck, qu'est-ce que je fais ici? Fait que j'arrange tout ça, j'essaie de me rendormir, je finis par me lever comme vers 5 heures, je suis comme ok, ben là c'est assez, je commence à marcher. Mon but était de faire comme, je sais pas, peut-être 18 km cette journée-là, quelque chose comme ça. Mais je savais que 2 jours plus tard, il allait avoir un hôtel que c'est soit que je dormais à l'hôtel ou que je dormais à un campement à côté. Donc là, je regarde mes options et je me dis, ok, mais là, il est 5 heures du matin, il annonce la pluie toute la journée. C'est pas vrai que je vais marcher juste 18 km puis que comme à midi, je vais avoir fini, ou peu importe l'heure, là, puis que je vais juste remonter ma tente sous la pluie, tente que je viens de défaire à la pluie puis qui est qui est déjà tout mouillé à l'intérieur. Donc, je décide de juste pousser puis de me rendre, de juste penser à mon objectif de à soir, j'ai une douche chaude, à soir, je fais tout sécher, à soir, j'ai un bon lit parce que comme les matelas sont rendus incroyables, les matelas de camping, mais reste que comparé à un lit queen, excusez là, mais c'est pas la même. Après une douche chaude. Après un repas au restaurant de l'hôtel, fait que ça a été mon objectif de la journée que je me suis accroché pour continuer. Puis malgré ça, à un certain moment, j'avais plus d'énergie. Malgré que je mangeais et tout ça, j'avais de la misère à me réchauffer parce que j'étais juste trempé. Un moment donné, t'as beau avoir essayé de contrôler ton humidité, essayer de contrôler l'eau qui rentre, tout ça. Après des heures et des heures et des heures et des heures, ça se peut qu'à un moment donné, il fasse froid quand même. Donc, je finis par m'arrêter en dessous d'un petit chapiteau que je vois. Je me prépare un repas lyophilisé, chaud. Puis ça a tellement été mon bien de la journée. Là, ça a été le boost qu'il fallait que... Juste de sentir le chaud qui rentre tout dans ton corps, là, puis là, qui se réchauffe au complet avec je m'étais fait un petit thé avec ça. Fait que tout ça, après ça, c'était reparti. Là, il n'y avait plus rien qui m'arrêtait. J'ai fini ça, je sais pas combien de kilomètres qui me restaient pour me rendre à l'hôtel. Puis c'était comme si j'avais jamais eu aucun doute. Là. Oui, c'est fou hein, comment notre corps peut vraiment suivre si le mental est là. J'ai une anecdote similaire à la tienne. Justement, il y a quelques jours, il annonçait une nuit complète de pluie. Puis moi, depuis le début, la pluie, ça va, là, ça faisait partie de mon quotidien. Ça faisait une couple de journées qu'il pleuvait pas. Puis là, il annonçait toute une nuit de pluie. Puis on était supposé s'arrêter dans un campement sans abri. C'est-à-dire juste un terrain plat pour mettre nos tentes. Puis la prochaine journée, on allait passer vers près d'un abri fermé avec une porte qui est près d'une route où les randonneurs se font généralement livrer de la pizza. Parce que la pizzeria locale livre à ce refuge-là.
Écoute, ça a pas pris 2 secondes qu'on a pris la décision de pousser jusqu'au refuge. Fait qu'on a fait une de nos plus grosses journées jusqu'au refuge, juste pour pouvoir se commander de la pizza et dormir à l'abri. Et ça a été tellement satisfaisant d'entendre le déluge se déchaîner sur l'abri alors qu'on était au sec. On est arrivé avant la pluie et on a mangé chacun une demi-pizza large. C'était un gros bonheur. Mais je suis tellement d'accord avec toi, là. Tu sais, c'est une affaire que... C'est un truc que j'essaie de véhiculer, puis dans le film qui va sortir de l'Écosse, on s'est pas gêné d'aller dormir, comme il y a des refuges de même sur la trail, de louer un hôtel à une place, de louer genre une genre de hut à une certaine place, parce que on s'est dit, on est sur ce sentier-là nous permet d'avoir ces services-là sur la trail. Tu sais, c'est pas un sentier qui est isolé puis que t'es juste en tente tout le long. Pourquoi pas en profiter? Puis c'est pour ça que on y a été de même, puis que le film va sortir de cette manière-là aussi, parce que je veux véhiculer ce message-là de si la trail a quelque chose à t'offrir, profite-en au lieu de vivre la misère, puis tu sais, fais ce qu'il faut pour que ton trip soit agréable, exactement. Agréable. Fait que ça soit l'hôtel qui est là, que ça soit comme hey, ok, je pourrais monter ma tente là, ou faire 2 km de plus puis me rendre à un refuge. Ben, peut-être que le refuge, cette journée-là, c'est ce qu'il te faut. Peut-être que... ça va peut-être sauver ta randonnée. Ou, tu sais, là, t'as parlé de la pizza, mais peut-être que t'étais comme au début, mon but est d'y aller en autonomie complète, tout ça, mais que ça fait des jours que tu rêves d'une pizza, puis tu sais que tu vas croiser une pizzeria à telle place. Hey, vas-y, si c'est ce qu'il faut, genre, pour te remonter le moral, puis te faire du bien, tu sais, une pizza, un bon coke. Ouais, on parlait de la rigidité au début comme étant un ennemi de la longue rando. Ben justement, rester ouvert aux opportunités, pas rester fixé sur son plan de départ. S'il arrive des obstacles, pas hésiter justement à faire preuve de flexibilité puis à se permettre des petits bonheurs, des petits à côté, sortir du sentier, prendre une pause. Des fois, ça va venir nous remettre dedans puis nous redonner la motivation nécessaire pour compléter l'aventure. Ça va juste être des meilleurs souvenirs. Oui, parce que, tu sais, on parlait de la Norvège tantôt, là. Celui-là, je me suis poussé complètement, puis à fond. Puis j'en ai parlé dans l'autre épisode, c'était peut-être pas la meilleure manière de la faire, ce qui fait que, oui, j'ai des beaux souvenirs des paysages et tout ça, mais mentalement, il y a plus de moments que j'ai trouvé dur que le fun en Norvège. Puis là, ok, c'est correct. On parlait tantôt des objectifs de pourquoi j'étais là. Ben, je me suis créé un défi sportif pour le faire. J'étais focusé là-dessus. Fait que, ce qui a fait que je l'ai fini, puis que malgré le mal que j'avais, je l'ai fini parce que j'avais le défi que je m'étais mis. Mais en dehors de ça, là, moi, ça marchait pour moi, mais si tu te mets un défi comme ça, puis tu vois que ça y va vraiment pas, mais il n'y a pas de mal à comme, hey, les montagnes, ils vont revenir. Comme... Ils vont toujours être là. Moi, je vais revenir, les montagnes vont rester là, c'est ça que je voulais dire. J'ai fait un mélange de mots. Donc, il n'y a pas de trouble à comme sortir du sentier peut-être, ou s'arrêter à un hôtel, ou juste prendre un day off dans la tente, puis tu prends un day off, puis tu profites des alentours de ton campement, puis de juste relaxer, puis de te reposer. C'est peut-être ça qui va faire que ça va être la meilleure expérience de ta vie. Donc, ouais, j'ai mon anecdote là de quand je suis arrivée à Gorham là à la fin du Maine, ma tante et mon ami sont venus randonner avec moi. Ils voulaient m'accompagner pour un week-end alors que j'entrais dans les White Mountains parce que c'est pas très loin de la maison. Fait que les deux sont venus me rejoindre sur le sentier. On avait planifié randonner sur les monts Carter puis les Wildcats. Et évidemment, comme d'habitude cet été, il annonçait des orages violents et des pluies records ce week-end-là. Le matin même, je me suis écoutée. On s'est réveillés, j'ai osé, finalement, canceller le projet. Je dis, les filles, je peux pas vous amener sur ce sentier-là. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des orages, ça va être misérable. J'ai plus envie de ça parce que j'ai vécu toute le Maine dans la flotte. Fait qu'on a regardé la carte radar. On s'est dit, OK, on va n'importe où, il pleut pas ce week-end, puis on prend 2 jours off ensemble. Ils m'ont amené à la plage. On est partis 2 jours à la plage, prendre un break,
où il pleuvait pas sur la carte satellite. J'ai passé des super beaux moments avec eux. Ça m'a permis de me reposer, de créer des beaux souvenirs. Puis ils m'ont ramené sur le sentier le lundi. Il pleuvait encore. C'était misérable le lundi. Mais au moins, de m'être permis cette pause-là de 2 jours en dehors du sentier avec elle, ça m'a complètement réinitialisé. Puis le lundi, j'étais prête à affronter les éléments comme jamais. Fait que ça m'a permis de continuer, de prendre une pause, prendre un pas de recul pour mieux repartir. Ouais, mais ça revient à tout ce qu'on disait depuis tantôt. C'est la flexibilité de comme, OK, mais ça sera pas possible. Qu'est-ce que je fais? Je pense que j'ai besoin d'un break mental, d'un break physique pour venir après ça mieux sur le sentier. Donc, et voilà, je pense que ça résume pas mal tout. C'était nos trucs, en fait, ça vient de nos expériences et tout. Chacun ses trucs. Si vous en avez, partagez-nous-les sur les réseaux sociaux. Dites-nous c'est quoi votre moment le plus misérable, puis comment vous vous en êtes sortis. Ça serait intéressant à lire. Fait que si les gens veulent nous partager ça sur la page Facebook de Écho de montagne, ça serait génial. J'aimerais ça lire les moments de misère des autres. Des fois, ça peut nous donner des trucs pour nos moments de misère à venir. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Hein. Il faut le partager pour se sentir normal là-dedans, puis on va peut-être pouvoir relate avec d'autres mondes sur des choses qui s'est passé. Donc, vraiment bonne idée, Kat, de partager là-dessus. Je veux revenir sur un moment de la dernière épisode. Si vous avez pas écouté la dernière épisode, à la fin, j'ai mis un moment hors... en fait, qui s'est passé après l'enregistrement. Hors écoute? Donc, okay. Mais le podcast enregistrait encore, donc j'ai pu capturer ce moment magique. Catherine, vers la fin, était assez stressée. On l'entendait plus bien parler, mais elle disait un mot ici et là de temps en temps pour se rendre compte qu'elle était pourchassée par une moufette. Puis était dans un bordel de moustiques. On la voyait à l'écran avec la caméra. Elle arrêtait pas de taper dans le vide pis tout ça. Donc, conte-nous ce moment, Catherine. Écoute, écoute, c'était notre première interview avec un invité. Je crois que ça a été mon pire moment. J'ai été déconcentrée par à peu près tout ce qui était possible pendant l'interview. C'était horrible. Écoute, j'étais en train de me faire dévorer vivante par les moustiques. J'étais assise dans un champ de gazon parce que c'est là qu'il y avait du réseau. Et je me faisais dévorer vivante. Vers la fin de l'entrevue avec Blaise, alors qu'on faisait un vrai ou faux, je vois un petit chat. Un petit chat qui s'approche de moi. Genre un chat. Parce qu'il faisait un peu, c'était la pénombre, là, le soleil commençait à se coucher. Puis j'étais un peu myope aussi, fait que ça se peut que je confonde. Ce n'est pas un chat, c'était une moufette. Fait que là, moi, j'essaie d'enregistrer, j'essaie de focusser sur l'entrevue, poser des questions pertinentes, et il y a une moufette qui s'approche de moi. Comme si de rien n'était, je me lève, je recule, la moufette me suit. Je suis comme, non, ça se peut pas, là, pourquoi qu'elle me suit? Puis j'essayais que ça paraisse pas. Mais finalement, elle a viré de bord, puis elle m'a laissé finir l'entrevue, mais elle s'est dirigée vers mon sac à dos. Fait que oui, c'était un petit moment un petit peu stressant là, vers la fin de l'entrevue. Mais pour de vrai, t'as été vraiment bonne parce que tu nous l'as dit après qu'on ait fait stop à l'enregistrement. Mais je m'en étais zéro rendu compte avant ça, là, c'était... Je m'étais juste dit comme, c'est correct, elle me laisse parler un peu plus ici. Puis tu sais, tu répondais quand même, là, t'étais comme, oui, puis là, tu relançais de temps en temps des questions, fait que pour moi, tout était normal, là, t'as été super professionnel. Ben, de mon côté, tout n'était pas normal, c'était une soirée assez sauvage. Non, tant mieux si ça crée un moment magique que je suis vraiment content de pas avoir fait vraiment stop à l'enregistrement. T'as réussi à capturer le moment. Fait que ça se résume à ça. Ben on vous invite à, comme on disait, répondre à notre question. Donc vos pires moments, c'était quoi sur les réseaux sociaux? Pas en fait vos pires moments sur les réseaux sociaux, mais vos pires moments sur la trail, répondez sur les réseaux sociaux. Vous avez compris, hein? Tout à fait. Fait qu'on s'attend à lire vos moments de misère. Puis je vais essayer de partager les miens aussi. Puis suivez-nous sur Facebook, Instagram. Laissez un review sur Apple, Spotify ou peu importe sur quoi vous l'écoutez. Puis on sort jase sur le prochain podcast. Salut là. À la prochaine.